Bom, coisa que não, Kashno Itchik, Kashno Babek, du Bourg non. Bonjour, Koué, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue à ce premier webinaire qui s'intitule Cercle de partage. Et je tiens aussi à saluer nos panélistes qui vont intervenir, ainsi que nos deux animatrices que je vais vous présenter bientôt. Mais auparavant, je vais me présenter. Je m'appelle Marco Bacon. Je suis membre de la Nation des Péromiens Inuits et directeur du Bureau des relations pour les premiers peuples à l'UQAM. Donc, on est très heureux de vous inviter au premier webinaire d'une série consacrée à la réussite et à la persévérance scolaire chez les premiers peuples. Cette série s'inscrit dans la continuité du colloque et de sa revue qui, soi-disant, va être disponible très bientôt. En tout cas, vous nous suivrez sur notre réseau. Donc, ce premier webinaire est proposé par les professeurs Julie Roch et Christine Couture, qui sont aussi membres du comité scientifique du colloque et de la revue sur la persévérance et la réussite scolaire. Et je les remercie profondément d'être, en tout cas, les premières à s'être offertes pour ce premier webinaire. Donc, ce sera l'occasion de partager des initiatives qui soutiennent la persévérance et la réussite scolaire, la réussite des jeunes et adultes des premiers peuples. Il y a aussi Joséphine qui va se joindre à nous, mais avant que Joséphine fasse son intervention, je vais vous présenter nos deux animatrices pour ce premier webinaire. Donc, je vais commencer avec Julie Roch, qui est Innu, originaire de Ouachat Macmaliotenam et membre de la Première Nation des Pequawami Inuits. Julie est actuellement professeure en réalité autochtone et intervention psychosociale au département de psychoéducation et de travail social de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est également doctorante en éducation et son projet de thèse porte sur l'étude des pratiques de sécurisation culturelle pour soutenir la persévérance scolaire et la réussite d'élèves autochtones dans un programme de formation professionnelle volet Première Nation. Autour de Christine Couture. Christine Couture est professeure titulaire du département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Chicoutimi et chercheuse associée au GRIFP et à la chaire UNESCO en transmission culturelle chez les premiers peuples comme dynamique de mieux-être et d'empowerment. Elle travaille depuis quelques années à documenter des pratiques pour soutenir la persévérance et la réussite scolaire, la réussite des jeunes et d'adultes des premiers peuples dans différents projets comme Pédabel, que j'ai eu la chance de contribuer avec elle dans ce projet-là, du temps où est-ce que j'étais à Chicoutimi. Donc, je ne sais pas si, sans plus tarder, je vais donner la parole à Joséphine pour son mot d'accueil. Est-ce que Joséphine, elle est là? Elle n'a pas encore joint notre webinaire. Peut-être qu'on laisse OK. nos animatrices. Joséphine est dans les spectateurs. Ah oui, parfait. Oui. Elle n'a pas son... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre tout de suite parce que je pense qu'il va y avoir quelques interventions à faire pour que Joséphine puisse basculer dans l'adresse courriel qui est réservée aux panélistes. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Julie et Christine. Ego, kwe kasno etchik, nemishtemulwenten, nemishtahanen yatode tayan titi, wichitasim tequet. Bonjour tout le monde. Alors, je suis vraiment contente. Je suis très honorée également d'être ici pour travailler avec vous dans les projets qu'on entretient entre universités.
Avec Christine Couture, on va être vos animatrices dans le cadre du premier webinaire. Ego, hashtag. Je pense que tu donne tu dis بس لما نيموني oui, أو كان tu vois لما استملوا الدين وهم غويانو تدي وتنا ينهو سيكات وتنا ندست سونواتا. En tout cas, j'ai eu besoin de beaucoup de persévérance pour arriver jusqu'à vous et j'ai réussi. Un bel exemple de persévérance et de réussite, peut-être pas scolaire, mais je suis là pour, pour le grand espoir de continuer à ce que les premiers peuples ne lâchent jamais. Ils continuent à avancer, toujours avancer. Et puis c'est en continuant d'avancer comme nos ancêtres le faisaient sur les chemins de partage qu'on finissait par arriver au dernier campement. Et puis les études, si on pense à ça, là, des étudiants, s'ils pensent à leurs ancêtres, à leurs grands-parents, à leurs grands-mères, qu'à du temps du nomadisme, si on partage, on pagaille, on partage, on finit tout le temps par arriver à l'endroit où les animaux qui vont nous nourrir seront là à nous attendre. Et puis, c'est la même chose pour les premiers peuples. Aujourd'hui, on n'est plus des nomades, mais il faut agir comme les anciens le faisaient, toujours avancer, jusqu'à temps qu'on arrive au dernier campement qui allait nous garder pendant un certain temps où les chasseurs vont partir pour subvenir aux besoins de leur famille. Et puis c'est comparable aux premiers peuples qui aujourd'hui sont dans les universités, dans les cégeps, dans les écoles. Et faudrait, c'est la seule comparaison que j'ai trouvée, pour encourager la persévérance et la réussite scolaire. Puis je me prends comme exemple, il a fallu que je persévère. Puis tu vois, j'ai réussi à venir jusqu'à vous pour vous donner le mot de départ et l'encouragement qu'on a toujours besoin, qui nous soit donné par des gens beaucoup plus vieux que nous, même si je n'ai pas été nomade, mais que je connais comment ça se passait. Alors, pour cette réussite et cette persévérance, il faut toujours avancer jusqu'à temps qu'on arrive au bout de notre sentier. merci. Tu me donnes maintenant, Joséphine, de nous avoir partagé tes savoirs. Tu es vraiment une personne importante, autant dans plusieurs domaines de nos vies. Merci beaucoup. Moi, ça me rejoint beaucoup en tant que Première Nation aussi. Chemin du portage. Mai na tau na seden to na no tan pasen mo mokko hina gon ji pa go tan di na no ta On rencontre des défis. Merci, tu me donnes Joséphine. Chatito. Kenny. Je vais poursuivre. Alors, je vais poursuivre. Puis la description du cercle de partage, dans le cadre du premier webinaire, on a cru nécessaire de voir, comment je dirais ça, pas la mise en place, mais peut-être à la mise en place d'un cercle de partage pour que ce qu'on va comme présenter durant ce webinaire prenne l'allure d'un cercle de partage.
C'est un partage d'expériences sur des initiatives inspirantes interordres pour soutenir la persévérance et la réussite des jeunes et des adultes des premiers peuples. Puis quand Christine et moi, on a signifié notre intention de vouloir animer un cercle de partage, on a demandé au comité scientifique de nous donner des noms en référence, le nom de personnes participantes qui pourraient contribuer, qui pourraient nous partager leur pratique ou leur initiative en matière là, de persévérance et réussite des jeunes adultes. Et puis, le nom de nos prochains participants, tous les participants ont accepté. Merci beaucoup vraiment pour avoir accepté de partager, de participer à ce webinaire, à ce cercle de partage. Je sais, puis je vais comme laisser chaque personne participante se présenter. Mais avant, je voulais savoir si Madame Couture, si Christine voulait se présenter. Oui, oui. Alors, merci Julie, puis bienvenue à tous nos panélistes. C'est un bonheur là, de vous avoir avec nous pour discuter de persévérance et de réussite. Comment est-ce qu'on peut soutenir, contribuer, participer? Alors, avec Julie, moi, je travaille avec Julie depuis 6 ans maintenant, puis on réfléchit beaucoup à ce qui peut faire la différence. Puis on veut justement là, profiter de cette belle occasion pour échanger avec vous et élargir le répertoire d'exemples de pratiques qui peuvent inspirer tous les milieux. Merci. C'est avec beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté et puis on veut valoriser, reconnaître le travail des personnes qui travaillent en soutien également. Je vais vous présenter, je vais y aller vraiment avec, je vais demander à chaque participant de se présenter. Puis, je vais y aller vraiment avec la liste là, que j'ai je ne sais pas si c'est dans mon chat. J'ai Anthony. Anthony, est-ce que tu accepterais de te présenter en premier? Ben oui, certainement. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Anthony Caron. Je suis conseiller en soutien aux étudiants autochtones à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est un service qui fait partie des services aux étudiants. Donc, je suis sous les services aux étudiants et également sous le bureau de l'engagement et des relations auprès des premiers peuples. Euh, ça fait... ça fait près de 5 ans que je suis en poste. Merci, Anthony. Bienvenue. Merci d'avoir accepté. Par la suite, dans ma liste, j'ai Emma. Je m'appelle Emma Ishakwan. Je suis agent de liaison pour 4 écoles. Je vais préciser les 4 écoles. Je travaille au Cégep de Shawinigan, Cégep de Trois-Rivières, Collège La Flèche, puis Institut Kiona. Je m'occupe des étudiants à Tikamek dans les 4 écoles. Puis dans le fond, c'est ma communauté qui ont fait, les 3 communautés à Tikamek qui ont fait un partenariat avec les 4 écoles afin que je sois présente dans les écoles. Merci, Tchounash-Kometon. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vais vous le dire à chacun d'entre vous. Par la suite, j'ai Jessica. Mon nom est Jessica Petitquay. Je suis cordeau en intégration scolaire pour les jeunes adultes à Tikamek au FGA et en FP, ici à Trois-Rivières. Comme Emma, c'est un partenariat à retravailler avec l'avenir et la commission scolaire de Chemin-du-Roi. Quand on vous fait ça, on travaille là-dessus. Merci, merci beaucoup, Jessica. Bienvenue. La prochaine, Karine. Oui, bonjour tout le monde.
Karine Savard, donc conseillère à la vie étudiante pour la communauté étudiante autochtone au Cégep de Shawinigan. Je suis récemment en poste depuis, ça fait déjà un an et demi. Je suis la première à occuper ce poste-là là, qui a été créé là, à mon arrivée. Je travaille en collaboration avec Emma, là, comme elle l'a dit, là, qui est notre agente de liaison là, pour les étudiants à Tikamek, mais c'est sûr qu'au Cégep, on n'a pas que des étudiants à Tikamek, c'est assez diversifié, là, notre clientèle étudiante. Donc, voilà. Merci, Karine. Bienvenue. Nada. Oui, tout le monde. Alors, mon nom, c'est Nada Massé. Je suis conseillère à la vie étudiante pour les étudiants et étudiantes des premiers peuples au Cégep de Trois-Rivières. Ça fait un an et demi que je suis à Trois-Rivières, mais ça fait 13 ans que je travaille auprès des communautés autochtones. Donc, j'ai déjà fait le même travail dans les cégeps à Québec aussi. Donc, mon rôle, évidemment, je travaille beaucoup avec Emma aussi, on travaille en collaboration et mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les étudiants dans leur parcours scolaire tout au long de leur présence au collège. Merci, Nada. Bienvenue. Alors, comme on peut voir, on a fait appel à des personnes qui travaillent dans les établissements scolaires. Shawinigan, Trois-Rivières, alors on est comme dans la région de la Mauricie. C'est des personnes qui travaillent comme agents de liaison, comme poste de conseillère en soutien aux élèves issus des premiers peuples qui fréquentent formation générale aux adultes, formation professionnelle, collégiale et puis universitaire également. Puis, avant que ces personnes, les participantes, nous partagent leur expérience, pour donner du sens ou peut-être pour aller éveiller également des expériences et des images d'expérience, on va vous présenter une vidéo qui a été présentée par le secrétariat à la jeunesse Atikamekw du Conseil de la Nation Atikamekw en collaboration avec Mission Inclusion. Puis la personne étudiante, c'est Adam Nicolas Flamand, qui est Atikamekw et qui nous partage son parcours de persévérance et de résilience. Après la capsule, on va comme entreprendre le cercle de discussion avec nos participants. Je m'appelle Adam Nicolas Flamand, j'ai 36 ans et je suis un Atikamekw de Manawan. Si j'avais à résumer mon parcours scolaire, j'ai fait mon primaire à Manawan, puis mon secondaire également, mais je n'ai pas terminé. Ça a été mouvementé, difficile pour moi. J'ai un diplôme en cuisine depuis 2009. J'ai travaillé pendant 11 ans en tant que cuisinier. Puis c'est suite à mon congé de paternité que je fais un retour aux études. En 2019, j'ai commencé mon cours aux adultes. Je pense que j'ai été accepté en 2021 pour faire la technique de gestion d'intervention en loisirs. En ce moment, je suis au deuxième deck en technique d'éducation spécialisée. Puis je termine en 2025. Si j'aurais à choisir un mot, ce serait la résilience. J'ai eu des obstacles dans la vie justement par rapport à mon parcours académique. Moi, mon français, c'était pas très évident. Ma langue maternelle étant l'Atikamekw. Et écrire en français, m'exprimer en français, ça a été l'un des plus difficiles. Fait que j'ai pris les services qu'ils offraient au Collège La Flèche. Ce qui m'a motivé à pousser dans tout ça, c'est ma famille, les enfants. De démontrer que même dans les moments difficiles, on est capable d'aller de l'avant également. Mon plus grand défi, je dirais la peur. La peur de l'inconnu, la peur de vers où je m'en vais. Souvent, je me voyais comme dans un brouillard à chaque fois. La peur du nouveauté, la peur de ne pas réussir, la peur de sortir de ma zone de confort, me comparer aux autres. Je voyais que les autres, mettons, quand ils parlaient en français, mettons, ça me donnait de la pression. Quand c'était à mon tour, moi j'avais peur. Comment j'ai surmonté cette peur, c'est en osant. Je me suis tout le temps dit, je vais le faire, je vais l'essayer. Comme ça, j'ai avancé tranquillement, un pas à la fois. Aujourd'hui, je peux te dire que oui, je suis fier d'avoir réussi à sortir de ma zone de confort et à me dépasser à chaque fois. Un mot pour inspirer les jeunes, la sécurité.
Pourquoi la sécurité? Ben, tu sécurises ton avenir, surtout si tu es un parent. Pour motiver les jeunes, maintenant, je dirais, n'ayez pas peur des échecs. C'est par rapport à ça qu'on peut s'améliorer. C'est la réussite sans échec, ça ne marche pas. N'ayez pas peur d'aller demander de l'aide. Il y a des ressources dans les écoles. C'est pas facile par moment, mais vous allez être capable. Faut pas lâcher. Faut oser dans la vie. Vous allez voir. Vous allez en être fiers. وضع عندك سكري من زونر تابو شيء ورتورير تمن يدوسكين. سكمن أنا قاويت نو. قاويت دوسكين ورا يدويت كدويت تنا. دبسكين مازمين. C'est la fierté. Jessica, en dernier, quand on voit le diplôme, Emma, on voit le diplôme de sa technique, je pense que c'est en éducation spécialisée. C'est une fierté en tant que Première Nation aussi de voir nos jeunes adultes, nos adultes réussir. Alors, merci Technologie UQAM pour la présentation vidéo. On est prêt à poursuivre la discussion. Et puis, on va y aller dans une allure de partage d'expérience. Puis, ce qu'on aimerait que vous nous partagiez, c'est de nous parler-nous d'initiatives, des initiatives inspirantes que vous avez mis en place. Ça peut être en lien avec des pratiques, des projets ou des recherches que vous avez mis en place à l'intérieur de vos établissements scolaires pour soutenir la persévérance et la réussite des jeunes. Est-ce que quelqu'une voudrait lever la main? Ben, moi, peut-être que je peux commencer, ouais, parce que je trouve ça intéressant qu'on soit, que ce soit, ben, je veux dire, je veux dire, l'équipe de Trois-Rivières qui soit présent. Tu sais, je pense qu'une chose qui nous a amené à travailler ensemble, c'est un projet qu'on a monté ensemble suite à une visite qu'on a faite dans le cadre d'une journée formation carrière où on est allé à Obidjouan. Et puis je tiens aussi, on a une collègue aussi, Cathy Gimna, qui a travaillé sur ce dossier-là. En amont, si je peux dire, mais c'est un projet de stage exploratoire qu'on a monté ensemble où on a permis en fait à des élèves finissant secondaire 4, secondaire 5 des trois communautés atikamekw de vivre une profession. Parfois, on voyait qu'il y avait des étudiants qui changeaient parfois qui changeaient de domaine, que leur parcours était parfois un peu sinueux, avec des reprises de cours, des changements d'orientation. Puis on se disait, il faudrait offrir à ces élèves-là l'occasion de vivre le temps de quelques heures, le temps d'un cours parfois, de vivre différentes professions qui répondent aux besoins, notamment de la communauté, mais aussi aux aspirations des étudiants. Donc, on est allé présenter dans les communautés atikamekw différentes professions, puis on a amené également des étudiants actuels, puis c'était eux qui présentaient leur profession, leur domaine. Et dans un deuxième temps, on a invité ces mêmes étudiants-là des trois communautés atikamekw à venir à Trois-Rivières, dans la Mauricie. Notre objectif, c'était pas que ce soit uniquement des visites d'établissement, mais vraiment qu'ils vivent le quotidien, aussi en fait, qu'ils vivent le quotidien d'un étudiant. Donc, on a des étudiants qui sont allés, qui ont assisté à un cours en technique policière, sont venus ici
à l'UQTR. Ils ont rencontré Jacques, notre aîné en résidence. On est allé à Kiuna. On est allé. Ils ont visité ils ont vu des laboratoires en génie. Sont allés dans le pavillon des arts. Sont allés au Cégep de Shawinigan. Ils ont rencontré des membres du personnel là-bas. Donc, euh, euh, on voulait leur montrer vraiment différentes opportunités d'emploi, de profession. Puis, je me rappelle quand ils sont venus, on a été accueillis aussi par Jessica, euh, qui, qui s'occupe des étudiants formation professionnelle. Puis, c'était incroyable de voir le nombre de euh, ils ont vraiment visité plusieurs, euh, euh, plusieurs salles de classe. Ils ont rencontré des enseignants, préposés bénéficiaires, esthétiques. Je trouvais que l'offre, on a vraiment présenté différents domaines, mécanique automobile. Donc, je trouve que le fait d'avoir travaillé tout ensemble sur ce projet-là, ça l'a renforcé aussi euh, n- notre réseau, puis nos liens aussi entre nous. Puis je trouve ça bien pour les étudiants qui puissent voir ça. Il y a comme une approche collaborative au Tout à Bandon fait. qui s'est fait. Puis Mm. on pouvait quasiment, si on parle de la participation de Emma, la participation de Jessica aussi, il doit avoir l'approche communautaire là, qui pouvait se vivre là, à l'intérieur de l'activité. Puis je suis pas mal contente aussi, hein, parce que j'étais la seule à organiser ça, les visites avant. Puis depuis l'année passée, on travaille tous ensemble pour faire avec le Cégep de Cégep de Trois-Rivières, Cégep Shawinigan. Puis l'année prochaine, pas l'année prochaine, cette année, on va travailler tous ensemble avec Jessica, avec Karine, Nada, tout le monde ensemble, là. Mm. C'est un beau projet, là. Moi, j'aime ça. Et les étudiants, ils se voient là-dedans parce que quand on a fait ça, mettons un exemple, on est allé à Obidjouane, puis on avait amené un sage-femme. Puis là-bas, on avait un vrai exemple d'une femme enceinte là-bas, puis les étudiants pouvaient tester tous les appareils pour, mettons, accoucher un enfant ou suivre des suivis de grossesse. Tu sais, c'était vraiment c'est un exemple ben, il y en a plein d'autres, là, pas juste ça, là, il y avait plein d'autres. Intéressant. T'as-tu fini, Emma? Ah, oui, j'ai fini. Ce qui était intéressant de ce projet-là, il a été vraiment monté du début jusqu'à la fin en collaboration, l'UQTR, le Cégep de Trois-Rivières et Emma. Et cette année, on s'est rendu compte que, bon, on veut encore reproduire cette même expérience-là parce que ça porte fruit. Et on inclut aussi Cégep de Shawinigan, on inclut Jessica avec ses services également pour avoir vraiment une représentativité de l'ensemble des services qui sont offerts aux étudiants à Tikamek. Et on s'est rendu compte qu'avec ce projet-là, oui, ça a eu de l'impact chez les étudiants qui sont venus et dans nos passages aussi dans les communautés. Mais on s'est rendu compte aussi que ça avait de l'impact. C'est allé même au-delà de ce qu'on souhaitait au départ, parce que ce qu'on souhaite, c'est de susciter l'intérêt chez les jeunes. Mais on s'est rendu compte que même les parents, certains parents des jeunes, après notre passage, après cette activité-là, ils se sont inscrits pour poursuivre, réintégrer le cursus scolaire. Ça fait que ça va bien au-delà de nos attentes, finalement. Et c'est un projet qui est vraiment très, très gagnant autant pour nos organisations aussi que pour les étudiants, les futurs étudiants au niveau collégial, parce que
Nicolas, il parlait de la sécurisation tantôt dans ce témoignage, mais c'est vraiment dans une optique de sécuriser, leur permettre de voir qu'est-ce qui les attend quand ils s'en viennent étudier dans nos institutions, dans nos organisations. Puis on n'est pas là pour vendre nos organisations parce qu'on fait le tour, comme Anthony disait, on fait le tour, on a fait sept établissements quand ils sont venus, on est même allé à Qualitech avec eux au niveau de la mécanique et ça leur permet vraiment de toucher parce que c'est ça que les étudiants demandent aussi. On veut du concret, on est visuel, c'est beau, on vient nous apprendre des choses, on vient nous donner de l'information, mais on aime ça toucher aussi. Alors, c'est dans cette optique-là aussi que ce projet-là se veut une belle réussite et on en est très fiers. Collectivement, on en est très fiers et et même les communautés nous ont demandé est-ce que ça devienne le projet récurrent de façon permanente. Ça répond à un besoin chez les jeunes et chez aussi le personnel scolaire aussi. Donc, c'est vraiment notre gros projet qu'on peut dire qu'on mène ensemble et puis qui apporte de belles réussites. Là. Est-ce que, Karine, tu voulais ajouter quelque chose? Ben oui, effectivement, c'est une formule qui est super dynamique parce qu'on voit quand même dans les communautés des journées carrières où on présente les programmes que notre cégep a, mais le fait qu'ils viennent ici, qu'ils voient les installations, qu'ils rencontrent les enseignants, qu'ils rencontrent aussi toutes les personnes au service aux étudiants, je pense que là, c'est vraiment, ça les sécurise de voir le milieu. Puis c'est ça, de nous rencontrer, puis moi, je les ai suivis aussi dans leurs 3 jours. Ils étaient quand même là 3 jours, les étudiants. J'ai suivi dans tous les établissements. Tu sais, déjà, on s'est vu pendant 3 jours, ça crée des liens parce que c'est ça, je pense que ce qui est le plus bénéfique, c'est les relations, créer des liens de confiance. Ça, je pense que c'est le plus important. Tu sais, qu'ils sentent justement la sécurité, ben, ça passe beaucoup par les liens. Puis Jessica, t'as dit à des questions, tu étais là aussi dans le projet dont Ben, j'ai embarqué dans le projet, ça fait 1 an et quelques mois là, que je suis ici. Au début, je suivais, je suis inspirée beaucoup des mères parce qu'elle savait où est-ce que ça s'en allait. Puis, c'est ça, je me suis intégrée, j'ai vu ça, puis c'est merveilleux, là, qu'est-ce qu'ils donnent, là, puis qu'est-ce qu'on peut donner encore plus, mais c'est le temps qui nous manque. Sinon, il resterait genre toute la semaine à visiter tout ce qu'ils Moi, voudraient c'est ça. voir. Parce qu'il y en a qui ont demandé d'autres DEP, mais le temps n'était pas là. On ne pouvait pas trop en donner non plus. Mais si, admettons, je sais pas, on pourrait faire un sondage là-dessus, là, qu'est-ce qui serait plus approprié, ben, qu'est-ce qui est plus populaire finalement, surtout en DEP, DEP, FP, là, ça serait pas pire là, pour les jeunes qui veulent vraiment étudier tout de suite dans le futur métier. On sait pas, ils peuvent continuer au cégep, là, mais il y en a qui c'est vraiment je ne veux pas aller au cégep, je vais aller en DEP. Moi, je veux tout de suite travailler. Puis, il y en a qui ça leur tente vraiment pas là, d'aller à l'école. Puis qui voient ça. Ah, OK, ça, je serais bon. Tu sais, ils se retrouvent, les autres, ils se questionnent beaucoup en cette étape-là, là, 16, 17, 18 ans. Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je veux devenir plus tard? Je suis trop jeune pour savoir où est-ce que je m'en vais. Mais voir toutes les panoplies de métiers, là, ils peuvent se retrouver à quelque part. Moi, je me suis intégrée vraiment là-dessus, mais c'est à travailler avec l'avenir. Là. On a beaucoup, beaucoup à travailler. Il y a beaucoup de ponts qui ont été brisés aussi par rapport à l'autre personne qui était là avant moi. Fait que je suis en train de réparer aussi. Mais ça s'en vient, là. Une chance que les Julie, Cossette et Gimon étaient là parce que je pense que je retournerais les pouces. Mais en même temps, on parle de création de liens,
Mais le fait que tu sois là, Emma, le fait que tu sois là, Jessica, puis que les élèves sont accueillis, puis peuvent parler leur langue aussi, Mm, puis travailler avec Anthony, travailler avec Karine et Nada, qui sont accueillantes, bienveillantes, ça doit déjà les sécuriser de faire tout ce mm. mouvement-là. C'est ça que j'ai remarqué aussi. C'est juste, ils savent qu'on est Atikamekw, qu'on parle Atikamekw. Déjà, là-bas, ça les sécurise. Et tu sais, des fois, ben, de moins en moins maintenant, j'étais comme une interprète pour eux autres. Des fois, j'accompagnais les étudiants directement avec l'intervenant. Mais aujourd'hui, c'est un peu moins maintenant. Ça fait quand même peut-être 6 ans ou 5 ans que je fais ça a comme évolué. Je sais pas, je veux pas trop m'aventurer là-dedans, là, mais ça a comme évolué. Ben, ils ont L'autonomie, plus de l'autonomie, confiance. ouais, Ils ont plus l'autonomie est encore là. confiance, là. Ouais. Ils voient une personne, OK, Tatikamekw, elle va bien, tu sais. Pas morte, là, tu sais. Mm, Mais juste le fait de voir que on est là, on va se tenir la main, puis justement, tu sais, pour plus tard, tu t'envoles tout seul, là. Tu es comme un parent, là. On est comme des parents, finalement. Oui. Ça, c'est ça qui est beau. Tu les incites à poursuivre sans toi. Même si ça brise le cœur, mais en même temps, c'est une réussite pour toi. Mm. C'est une réussite pour toi. Fait que c'est une réussite pour eux aussi. Je pense qu'on est bien. C'est un beau projet que ça devrait être développé dans d'autres régions. Comme il y a beaucoup d'étudiants d'Obidjouan qui s'en viennent par ici, justement. On a le Locan Maiken au cours aux adultes, il y a ils voient Emma, c'est des beaux projets, puis là, ils sont en train de se monter aussi dans d'autres régions, là, surtout au Lac-Saint-Jean, là. Ça s'en vient. On est comme une inspiration pour d'autres personnes. Oh. Puis là, vous êtes dans différents établissements aussi. Quand les étudiants arrivent, parce qu'on peut écouter l'histoire de Nicolas Flamand, je pense qu'il a commencé aux adultes. Y a-tu commencé aux adultes? Il a commencé aux adultes. Commencé aux adultes, il est allé au collégial. Il y a déjà quelqu'un en place aux adultes. Il y a des personnes en place au collégial. On parle quasiment comme de soutien, accompagnement C'est ça. à la Ben, transition aussi. On travaille vraiment en collaboration aussi, parce que parfois, nous, au cégep, il nous arrive des étudiants qui n'ont pas les prérequis nécessaires et qui doivent retourner à l'éducation des adultes. Alors, on les accompagne dans cette démarche-là jusqu'à temps qu'ils aient les acquis pour intégrer le cégep. On le fait régulièrement. Et on s'assure que les ponts se font, puis ils vont chercher vraiment les bonnes informations, qu'ils ont réponse à leurs besoins aussi. Et on les attend toujours. On s'assure qu'ils rentrent dans les objectifs, en fait, dans les critères que, bon, mettons que pour rentrer au cégep, ça leur prend le français. Donc, on s'assure qu'ils aient leur français réussi. Donc, on les accompagne. Et quand ils sont prêts à revenir, mais on est là aussi pour les accueillir. Et chaque fois, en fait, à chaque année, à chaque début de session, on fait une journée d'accueil spécifiquement pour les étudiants des premiers peuples, qui est indépendante de la journée d'accueil de nos étudiants, des autres étudiants. Et donc, c'est vraiment dans un but de les sécuriser, puis de leur présenter les services qui sont offerts dans notre organisation, de voir s'ils ont des questions, leur montrer c'est où les locaux. Donc, on les prépare à chaque début de session, où on fait vraiment une journée d'accueil spécifique aussi. Et ça, c'est gagnant aussi comme formule parce que c'est rassurant. C'est rassurant pour les étudiants parce que
on le sait, la plupart arrivent, on est beaucoup plus nombreux dans notre cégep que dans les communautés d'où ils proviennent. Fait que ça peut être très insécurisant de se ramasser dans une organisation où on est pressé par le temps, il y a des échéanciers, il y a un horaire, il faut rentrer à l'heure. Et ça, on est là vraiment pour les accompagner. Et puis, cette année, ce qu'on a fait aussi, on fait de la gestion de temps. On fait des ateliers de gestion de temps et à un moment donné, on fait des ateliers de gestion de stress aussi. On nous a demandé de donner des ateliers sur l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, c'est des choses qu'on met en place. Comment? Gestion de budget. Gestion de budget aussi pour leur apprendre à bien planifier, bien gérer pour éviter qu'ils aient vraiment des périodes de pic de stress, là. Comme là, c'est le moment, là, on en a une parce que pour renouveler les frais de scolarité pour l'hiver, mais on les accompagne à chaque étape, là. Puis on fait aussi, et moi, en collaboration avec une API, à chaque semaine, on veille aussi sur leur réussite. On a ce qu'on appelle la veille de nos étudiants et on prend chacun de nos étudiants pour regarder où ils sont rendus. Est-ce qu'ils ont des absences? Est-ce qu'ils réussissent? Puis là, mais si on voit qu'il y a des flashs jaunes, mais là, on intervient puis on fait des suivis personnalisés avec nos étudiants. Et ça fonctionne beaucoup parce que c'est au niveau de la persévérance. On se rend compte aussi qu'on a de plus en plus d'étudiants qui s'inscrivent au cégep, mais on a de plus en plus d'étudiants qui graduent aussi. Donc, on amène à la diplomation. L'année dernière, on en a eu 5. 5. On devrait en avoir 7 cette année. Fait que ça augmente. Puis, ça peut prendre, comme Joséphine parlait, Mme Bacon parlait tantôt, des sentiers, ça peut être long, mais il ne faut pas désespérer. On a des étudiants que ça peut leur prendre 15-16 sessions avant de terminer leur DEC, mais on est là, on les accompagne, puis on les lâche pas, là. On trouve des solutions, on trouve des moyens, puis des ressources. C'est ça la clé, un accompagnement personnalisé en fonction des besoins, un travail d'équipe avec toute l'équipe école aussi. Je travaille beaucoup avec l'orthopédagogue, on va chercher des ressources ailleurs aussi. Récemment, on a rencontré une orthopédagogue qui travaille pour le Centre d'amitié autochtone, puis pour donner des conseils, des trucs, échange de bons coups. C'est ça, c'est vraiment d'y aller personnalisé, je pense que ça l'aide. Puis justement, suivi de la réussite aussi, là, des notes, des absences. Les enseignants aussi sont mis à profit, sont dans le coup. Hein. Souvent, quand ils ont des questionnements par rapport à un étudiant, ils vont communiquer avec moi de plus en plus. Fait que ça aussi, c'est bien. Je pense que c'est ça. C'est une grosse équipe. Hein. C'est tout le monde qui doit travailler ensemble pour... Oui, je voulais dire quelque chose. Aujourd'hui, on remarque beaucoup qu'on a de plus en plus d'étudiants finissants. Mais ça, ça fait comme longtemps qu'on travaille là-dessus. Mettons, comme au début, je voyais que nos étudiants échouaient beaucoup leurs cours de philosophie. Puis souvent échouaient ou abandonnaient le cours. Après ça, on a travaillé à les regrouper. Après ça, ils ont vu comme pas une problématique, je ne sais pas comment le dire. Après ça, ils ont travaillé pour décoloniser le cours de philosophie. Et aujourd'hui, cette session-ci, c'est la première cohorte, cohorte, comment on peut appeler ça? De philosophie décolonisée qui est offerte. Et tout ça, c'est il y a les programmes de technique policier qui font ce cours-là, programme travail social. J'oublie les soins infirmiers aussi font ce cours-là, plus les Atikamekw, les autochtones qui font le cours décolonisé. Puis ça, c'est quand même un gros, ça évolue à chaque fois. On fait
en action, mais il évolue dans les choses. C'est une des choses pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup de finissants. On a fait des regroupements aussi en IDU. On voyait beaucoup d'étudiants autochtones qui abandonnaient ce cours-là. Ils abandonnaient, après ça, ils remettaient vers la fin, puis à la fin, ils se retrouvaient avec juste le cours d'IDU à faire, là. Puis avec ça aussi, on a fait une chose, on les a aidés, on les a regroupés, puis chaque étudiant s'encourage entre eux dans les cours, mettons, quand ils ne comprennent pas, ben, ils s'entraident ensemble. Moi, je me rappelle quand je faisais mon cours d'éducation physique, là, puis qu'on me disait, il faut faire développer coucher. Je comprenais rien de ce que le prof nous demandait, là. Puis maintenant, ils sont plusieurs ensemble qui font le cours. Il y a plein de petits trucs. Puis maintenant, on voit aujourd'hui plein les répercussions. Je ne sais pas si les répercussions, c'est positif ou c'est négatif. Les retombées. On peut Les dire les retombées, retombées. ouais, les retombées. On voit les retombées aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a fait depuis le début. Comme Nada dit, on a 5 étudiants. La session prochaine, on va avoir, je pense, 11 finissants autochtones, là. C'est quand même beaucoup. Ça s'est amélioré beaucoup. On voit toute la vie de groupe qui est nécessaire, hein, notre vie collective qu'on est habitué de vivre en communauté, Ouais. en milieu provincial. On a besoin de vivre notre vie collective encore, puis de parler notre langue, puis d'y aller vraiment en lien avec notre mentalité. Et quand on comprend pas un mot, mais il y a l'autre étudiant à côté, Atikamek ou Innu, qui va être en mesure de nous expliquer le concept si on ne comprend pas le mot. On a amené la communauté en milieu. Oui, c'est notre objectif. Ouais. On a le local aussi, on a un local destiné aux étudiants des premiers peuples, où ce que c'est justement qu'ils peuvent venir travailler ensemble, ils peuvent venir parler leur langue aussi. Donc, c'est un petit milieu, il n'est pas assez grand à notre goût, mais il y a quand même un espace qui leur est réservé où ce que ça leur appartient, c'est une mini-communauté, où ce que c'est qu'ils peuvent parler de façon très sécuritaire leur langue, où ils peuvent s'entraider aussi, comme Emma le disait. Et j'aimerais juste rajouter, parce qu'Emma a fait un beau topo au niveau de la philosophie, mais à chaque semaine aussi, il y a une période de soutien à la réussite qui est mise en place, qui est inscrite dans tous les horaires de nos étudiants et qu'on invite très fortement à y participer parce que ça fait partie aussi de leur réussite. On a 5 enseignants en philo qui le fait parce qu'ils croient aussi aux réussites de nos étudiants et on a des enseignants aussi en littérature, donc c'est philosophie et littérature. Et ça aide beaucoup, là. Je me rappelle quand on a commencé ça, j'étais tout seul, je faisais tout seul. Le groupe d'aide à la réussite, là, c'est là où est-ce que je faisais mes ateliers gestion de budget. J'étais toute seule, puis j'essayais de trouver des profs disponibles qui voulaient venir faire de l'aide, mettons, en philosophie, en français. Aujourd'hui, ça a évolué. C'est les profs qui le donnent maintenant. Puis moi, je me suis, pas retirée, là, mais je sais pas. On collabore. Ouais, on collabore, ouais. On est très présents. Ça marche tout seul maintenant. Puis les étudiants, on a bloqué ça. Non, au début, quand j'ai commencé, ils n'étaient pas dans l'horaire. Puis il y avait des participants, mais pas tant que ça. Puis après ça, on a bloqué dans l'horaire. On l'a mis dans leur horaire. C'est marqué le numéro de local, l'heure, tout ça, c'est bloqué dans leur horaire. Puis tout le monde, tous les Autochtones ont ça, puis ils viennent plus. Puis on a aussi pour
pour avoir encore davantage d'enseignants puis de collaboration. Tu sais, cette année, on a mis en place une équipe Teams d'alliés des premiers peuples, où on les informe de nos activités, des conférences qui ont lieu, les activités qui sont destinées aux enseignants, mais aussi aux étudiants, mais aussi à toute la communauté collégiale. Donc, il y a un lien qui s'est créé direct auprès de nos services et des enseignants pour qu'ils puissent avoir l'information rapidement et qui le mettent aussi, qui l'inscrivent dans leur cursus scolaire. Donc, on fait une planification donc, de nos activités, ce qui leur permet de le mettre dans leur programme aussi et d'inciter les étudiants, les inviter, les inciter à participer aux activités aussi pour en apprendre davantage sur les premiers peuples. Donc, on veut aussi sensibiliser la communauté à l'automne pour qu'on puisse avoir, on est dans le mois de la réconciliation, mais c'est important, c'est important que tout le monde participe à ça aussi et qu'on sensibilise aussi et en sensibilisant toute la communauté, mais ça a un impact positif aussi sur nos étudiants. Oui, c'est vraiment, mais bravo, félicitations pour tout le travail que vous faites. Je vais laisser, là, je vais prendre le micro, puis je vais donner l'autre partie d'animation à Christine. Oui, bien, merci pour ces beaux témoignages, ces beaux partages. Je vais essayer peut-être de reformuler un peu avant de relancer, voir ce que j'entends. Puis, je trouve que de ce qui ressort de votre partage, c'est la force de la collaboration. C'est ensemble qu'on peut faire la différence. Alors, j'entends, Emma, là, je te vois heureuse d'avoir des personnes avec qui travailler pour pouvoir porter ça collectivement, pas juste individuellement. Alors, ça, d'être en équipe et de partager ça ensemble, ça a probablement une incidence aussi sur vos pratiques individuelles, votre travail au quotidien avec les étudiants. Peut-être que ce serait le fun de voir comment votre projet collectif a transformé votre travail au quotidien. Mais avant de vous redonner la parole, souligner toute l'importance des transitions. C'est ce que vous mettez en évidence, comment les transitions sont importantes, comment c'est important d'être accueilli, écouté, accompagné, guidé, de faire un premier pas dans le milieu qui va nous accueillir, mais de le faire peut-être avant une première inscription, puis tout le soin que vous portez là, à ces étapes-là qui sont tellement importantes. Un bel effet aussi sur la communauté. Puis de voir aussi l'importance d'arrimer votre travail, les services de soutien aux étudiants avec l'enseignement. Alors, comment est-ce qu'on peut apprendre aussi à travailler ensemble à l'interne pour avoir un impact plus grand là, pour que toutes les initiatives individuelles, ce qu'on fait chacun là, du mieux qu'on le peut avec nos bonnes intentions, puisse avoir un impact plus grand. Puis c'est souvent en mettant tout ça en commun là, qu'on réussit là, à avoir un impact plus grand et à ne pas s'épuiser aussi dans notre travail. Alors, j'aimerais peut-être vous entendre sur qu'est-ce qui fait la différence dans votre travail au quotidien, puis peut-être comment ce projet collectif-là vous a inspiré pour votre travail au quotidien avec les élèves. Est-ce que ça a transformé un petit peu vos façons de faire? Puis dans votre travail au quotidien, qu'est-ce qui fait la différence là, pour les étudiants, pour les élèves? Je peux peut-être y aller. En fait, au niveau de la différence, mais Emma l'a un peu abordé tantôt quand elle a dit le lien qui se crée avec les étudiants. Jessica l'a parlé aussi, puis Anthony et Karine. En fait, on a toutes, je pense, la même vision par rapport à ça. Le fait d'aller en communauté, d'amener les communautés vers nous aussi, ça a créé un lien. Ça a créé un lien entre nous. Donc, ça a renforcé notre travail, je pense. Là, je vais parler pour moi, mais moi, je considère que ça a renforcé notre travail. Ça a renforcé les liens aussi avec des communautés. Et ça a sécurisé les jeunes aussi
qui voulaient revenir. Tu sais, moi, je le vois là, au quotidien quand ils arrivent. Tu sais, même encore hier, on avait une discussion là, locale, puis ils disaient ah oui, tu étais là, puis là, il y en avait eu, je t'ai pas vu, puis tu sais, les liens sont là, puis ça les a rassurés. Là. Ça rassure les gens de voir que, les jeunes de voir qu'on est là, puis qu'on travaille en amont. On ne fait pas juste de les attendre ici, on va à la rencontre d'eux. On va chercher, on va connaître. Moi, c'est une des premières choses que j'ai dit à ma patronne quand je suis rentrée au cégep, travailler avec les Atikamekw particulièrement. Au début, c'était pas mal ça. Donc, c'est Emma qui était ma mentor parce que je suis habituée de travailler beaucoup avec les Inuits, mais on a toutes les nations pas mal au cégep actuellement. Mais j'ai dit à ma patronne, pour moi, c'est important, il faut que j'aille en communauté. Il faut que je sache d'où viennent nos étudiants. C'est quoi leur réalité terrain? Et ça moi, ça m'a changé aussi parce que d'aller dans les communautés, de voir c'est quoi Manawan. Et quand je suis revenue, la première fois qu'Emma m'a amenée à Manawan, elle est allée avec un projet qu'elle avait avec Shawinigan, puis elle m'a dit tu veux-tu venir? Ça pourrait être une belle occasion. Alors, je dis oui. Puis en allant, maintenant, ça m'a permis de créer des liens avec Karine, avec les gens de Shawinigan, avec les gens de la place aussi. Puis on a fait le tour de toutes les organisations de la communauté. Donc, puis au retour, quand je suis revenue de cette rencontre-là, peut-être pas celle-là, la deuxième, on a des étudiants ici qui se demandaient, mais là, qu'est-ce que je peux faire comme travail cet été, tout ça. Mais je disais, mais là, as-tu pensé d'aller à l'école, ils sont en déménagement. Donc, ça, pour moi, ça a changé mon travail. Parce que j'ai besoin de cette connaissance-là. Je me suis assise avec les aînés aussi dans les communautés pour avoir, ils sont porteurs de savoir. J'ai besoin aussi qu'ils me disent c'est quoi leur vision par rapport à l'éducation, par rapport à l'enseignement, par rapport à la jeunesse. Alors, ça, c'est quelque chose que moi, j'inclus dans mon travail. Et la collaboration entre nous tous, je pense qu'on a une belle force et on est toujours content de se retrouver, on est content de mettre en pratique, de mettre de l'avant nos idées, puis on a très grand respect aussi, puis on le fait vraiment tous et toutes dans l'intérêt des étudiants. Alors, ça, c'est quelque chose c'est une richesse qu'on a, je pense, ici à Trois-Rivières, de travailler ensemble et à Shawinigan, de travailler en collaboration comme ça. Alors, Emma, la main levée, je vais te laisser parler, Emma. Oui, ben, je voulais dire quelque chose. J'avais oublié, hein, parce que avant, j'organisais des sorties en communauté avec la direction, avec les coordonnateurs. Et ils sont allés visiter la communauté de Manawan pendant 2 jours, je pense que c'était 2 jours. Je les amenais là-bas. Puis c'était cette visite-là, c'est là que ça a comme tout commencé à faire des changements dans tous les programmes. Il y en a un qui a voulu, qui a changé son cours d'histoire. Tu sais, il y a plein de choses. Ceux qui sont allés là-bas, ils ont développé des choses par après. Mettons, travail social, technique policière, il a travaillé pour faire des places réservées pour des étudiants, 2 places réservées pour des... Tu sais, c'est juste ce voyage-là, ça a comme donné à plein d'autres projets autour de ça là. C'est quand même un beau... On se rend pas compte, Vraiment une belle initiative, ça. Ouais. On se rend pas compte de l'impact des fois des projets que l'on porte, puis des fois on va le regarder rapidement, mais à plus long terme, quand on voit là, tout ce que ça peut déclencher, c'est Ouais. beau. C'est beau. J'aurais aimé faire ça chaque année, puis peut-être pas juste les directions, les coordinations, mais les profs aussi, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi les Autochtones ont beaucoup de misère, mettons en français, tu sais, qu'ils puissent voir de leurs yeux les raisons là de la difficulté. Mieux comprendre. Nada?
En fait, je voulais rajouter aussi, parce qu'on ne l'a pas abordé, puis je trouve que c'est quelque chose de très, très important. À chaque année, au Cégep, Emma et Marie-Pierre Gay, on l'a nommée, qui est enseignante en soins infirmiers, font un stage de soins infirmiers en communauté. Donc, on les amène, j'aimerais sûr qu'Emma puisse en parler plus, c'est plus Emma qui le connaît. Ouais. Et il y a aussi des stages en technique de travail social aussi qui se fait à Mastéiage. Donc, on a cette volonté-là et d'aller vers les communautés, d'amener nos étudiants autochtones et allochtones vers les communautés pour qu'ils soient sensibilisés aussi et qu'ils apprennent concrètement sur le terrain. Donc, je vais laisser Emma en parler. Dans le fond, le stage exploratoire en soins, c'était stage en soins infirmiers. Dans le fond, on avait quand même beaucoup d'étudiants en soins infirmiers, puis qui avaient des craintes par rapport à leur stage ambulatoire, le stage final. Puis il y avait beaucoup de craintes parce que celui-là, ils s'en vont faire leur stage plus à l'urgence, là. Puis là, on avait des étudiants qui avaient peur de finir, puis on dirait qu'ils voulaient comme, il y avait peur. Après ça, on s'est mis ensemble, puis on s'est dit, OK, on va essayer d'amener des étudiants en stage en communauté. Puis on a fait ça, ça va être notre troisième cette année. Puis dans la première édition, on avait une étudiante à Tikamek qui était venue avec nous puis qui a présenté sa communauté là-bas à Manouane, là. C'est un beau projet, là. Maintenant, les étudiants ont hâte d'être rendus à la fin pour pouvoir faire le stage en communauté, là. C'est un élément important, les stages en communauté, hein. Ça fait une grosse différence. Puis je pense C'est que important. oui. Je pense que c'est une des en soins infirmiers, là, stage en soins infirmiers. Je pense que c'est le seul qui font ça en communauté. On est les seuls à faire ça en communauté. Puis ça, c'est inspirant pour toutes les formations, alors que ce soit en santé, en éducation, en psychoéducation, en travail social. Alors, c'est une belle voie à explorer, là, de permettre que les stages puissent se faire en communauté. Nada? Je vais juste rajouter par rapport, puisqu'on parle de soins infirmiers, cette année, ce qu'on a commencé aussi, c'est d'accompagner en milieu hospitalier les étudiants qui vont faire des stages ici à l'hôpital. Et donc, dans un but justement de les sécuriser aussi. Donc, leur présenter les départements, là où ils vont travailler, on les accompagne vraiment individualisés. On est allé, Emma et moi, on est avec les professeurs en soins infirmiers aussi. Donc, Kim Gabriel qui s'occupe des Autochtones au niveau du, comment on l'a dit, CMQ? C'est ça? Comment on l'appelle? Le bureau de liaison autochtone Ouais. au CIUS, là, Centre intégré santé services sociaux, Mauricie, Vous Centre du aurez compris Québec. que je ne suis pas de la région. Alors, mais on fait quand même cette approche-là pour permettre à nos étudiants de se sentir en sécurité dans leur stage aussi. Puis, on les accompagne. On les accompagne tout le long du processus aussi pour s'assurer des réussites et de mettre en place des ressources s'ils ont besoin. On fait du tutorat aussi en soins infirmiers qu'on offre à nos étudiants. Donc, ça fait partie des services qu'on met en place aussi, des bonnes pratiques qui permettent de faire vivre des réussites. Alors, le stage, on ne le voit pas seulement sous l'angle de la supervision, mais de l'accompagnement. Alors, j'imagine que les superviseurs de stage arrivent, mais que vous êtes là en soutien, et qu'il doit y avoir quand même de la communication entre vous tous. Vous toutes, vous tous, oui. Ça avait tellement créé
Ben là, c'est que l'étudiante, mettons un exemple qu'on a accompagné, il devait faire un stage pas en périnatalité. C'était en périnatalité? Pédiatrie? Pédiatrie, ouais, en pédiatrie. Il devait faire son stage là. Et juste le fait d'avoir été là avec nous autres, d'avoir visité, d'avoir resté un peu là-bas avec elle, ça a comme sécurisé, de voir tout le bureau des infirmiers. Ça, juste ces petites affaires-là, ça a comme sécurisé. Oui, ça ouvre une belle réflexion sur les stages hein, dans les programmes de formation parce que souvent, les étudiants sont en contexte d'évaluation et lorsqu'on est en contexte de supervision, ce sont des belles perspectives. Puis sur ce qui fait la différence dans le quotidien de votre travail, est-ce qu'il y a des éléments là, que vous trouvez importants de souligner? Ben, on en a parlé tout à l'heure, mais je pense qu'un local d'appartenance, c'est vraiment pertinent pour les étudiants. C'est un espace où ils peuvent venir se déposer, respirer un peu. Puis ici, ben nous, on est vraiment un petit cégep, hein. Puis ben, il y a une problématique de manque de locaux, tout ça. Donc, le local d'appartenance, ben, c'est aussi mon bureau. Puis, je vous avoue qu'au début, je trouvais ça un peu embêtant, et pour moi qui a besoin de travailler d'un fois puis me concentrer, et pour les étudiants qui sont toujours pris avec la madame, finalement, quand ils viennent relaxer. Mais non, ça s'est avéré vraiment positif, puis ça permet de prendre le pouls des étudiants qui viendront pas nécessairement nous rencontrer dès qu'il y a un petit quelque chose. C'est tout le temps des rencontres informelles, on dîne ensemble, on rigole. Je les vois arriver de leur cours avec des fois une petite larme, mais voyons, qu'est-ce qu'il y a? Puis on prend le temps de jaser, je prends le temps de comprendre comment ils se sentent, puis finalement, tu sais, moi, mon rôle premier, c'est de les accompagner, fait que j'ai tout le temps pour ça, tu sais, puis c'est un endroit aussi où on va inviter les enseignants à venir. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire, là. Excusez, il y a du bruit dans mon bureau. Mais d'inviter des fois pour une première rencontre enseignants, étudiants, d'être présente parce que bon, il y a des défis que les étudiants, les étudiantes vivent, puis ils n'arrivent pas toujours à bien les nommer, puis surtout pas quand on est en rencontre avec l'enseignant, tu sais, c'est un peu intimidant, mais le fait d'avoir une tierce personne qui comprend un peu puis qui arrive à mettre les bons mots, ben, des fois, ça dédramatise. Puis après ça, ben, je vois des belles choses, là, des rencontres qui se font hebdomadaires avec l'enseignant. Il y a comme, fait que c'est ça, d'être vraiment un peu, faire des ponts avec, oui, les services, mais oui, faut pas les oublier. Les profs, c'est les principaux, intéressés par la réussite de leurs élèves, hein. Fait que les mettre dans le coup, les sensibiliser. Moi, j'ai eu des enseignants qui m'ont écrit des fois, tu sais, ben, j'ai l'impression que mon élève s'investit pas, son niveau d'engagement, je suis pas certain, tu sais, puis souvent les enseignants vont les valider, mais les étudiants, bon, ben oui, tout va bien, ils nomment pas nécessairement, fait que, c'est ça, tu sais, de mettre, de rendre les choses claires, ben, ton étudiant, il est là à tous les cours. Il arrive à l'heure le matin, ben, il est très engagé, tu sais, juste c'est ça, de remettre en perspective les choses, tu sais. Nous, au Cégep de Shawinigan, écoute, on est 1600 étudiants, comprenant le centre d'études collégiales de la TUC. Donc, c'est vraiment peu d'étudiants, puis on a une quinzaine d'étudiants là, des Premières Nations. Donc, c'est ça, c'est quand même tout nouveau, là, tout ça. Fait que, c'est ça, en tout cas, de prendre le temps de bâtir des ponts, de sensibiliser une personne à la fois, un enseignant à la fois, puis d'être là comme personne, c'est ça, sécurisante pour les étudiants. Moi, tu sais, nous, on fait pas des grandes actions, on n'a pas autant d'étudiants qu'à Trois-Rivières. C'est plus difficile de les regrouper ensemble dans des cours. Ils ont tous des programmes, des parcours particuliers, mais d'avoir une stabilité, un local, une personne de ressources qui est toujours là, ben ça, je pense que ça les aide là, vraiment dans leur persévérance puis leur motivation. Sortir un peu du trop formel pour laisser place à l'imprévu. Puis, des fois, on évalue mal aussi l'importance de tous ces petits gestes. Hein. C'est
c'est pas toujours nécessaire que ce soit des grandes actions, mais cette présence-là, cette oreille attentive, elle est importante, elle fait sûrement la différence. Absolument. Oui, je pense que oui. Ça fait vraiment une grosse différence, cette présence-là, d'avoir un local, d'avoir ce lieu-là. Comme Karine le dit, on entend des choses qu'on ne saurait pas si on n'était pas là avec eux. Là. Parfois, il y en a qui nous arrivent, ils pleurent, ils vivent des choses difficiles, mais si on n'est pas là, on ne le voit pas. Et si on est là, mais on peut prendre le temps de les écouter puis les orienter vers le service aussi. On a des services psychosociaux, on a des services adaptés, donc on les accompagne dans leur démarche aussi, on leur fait part de qu'est-ce qu'il y a comme ressources au cégep aussi, puis on les amène et parfois même on les accompagne directement là, sur place vers les services. Donc ça fait vraiment une différence. Et moi, hier, on a vécu une très belle journée hier parce que tous les étudiants anti-Québec devaient venir au local. Et puis, ben là, en étant sur place, on les voyait, puis il y avait des belles discussions, informées, puis ça nous permet aussi de voir qu'est-ce qu'ils ont envie, parce qu'on met des choses, on va faire des activités, on va faire des ateliers, mais il faut que ça vienne d'eux aussi, là. De prendre le pouls, qu'est-ce qui nous intéresse. On fait des rassemblements, des ressourcements en territoire. Là. Personne encore ne m'a parlé. Je sais qu'Anthony, je pense, voulait en parler un peu aussi. Mais on fait des ressourcements en territoire qui nous permet justement aussi de sortir du contexte de l'école, puis de se retrouver ensemble dans le milieu, dans le territoire, dans la nature, où ce que c'est qu'on n'a pas aucune contrainte de temps, de stress, rien. Et il sort des belles choses de là. Les discussions qu'on retrouve, les jeunes reviennent, ils sont ressourcés. Nous, on est ressourcés aussi parce qu'on a eu du contenu, on a accès à leurs intérêts, les besoins d'avoir, de toucher à des métiers concrets. C'est ressorti aussi dans les ressourcements en territoire. Donc, c'est des discussions qu'on se permet d'avoir quand on passe un 10, 15 heures ensemble, mais on a plus de contenu aussi qu'on peut toucher, puis c'est dans l'informel. Donc, on oublie qu'on est du cégep, puis on se retrouve toute la gang autour d'un souper, autour d'un feu dehors, et l'année passée, des aurores boréales. Donc, on avait vraiment un milieu là, hyper chaleureux et qui permet justement d'aller chercher plus d'informations. Mais d'être présent dans le local, c'est vraiment ça, une formule gagnante qui permet, l'étudiante, il sait qu'il y a quelqu'un là. Aussi, on n'est pas là, mais ils savent qu'on est à côté, on est proche, là. Ils peuvent venir. Mais moi, je leur dis toujours, c'est de votre communauté. Alors, investissez-la. Faites ce que vous voulez de votre communauté, de votre local. Appropriez-vous-le parce que ça vous appartient. Alors, c'est sûr que ça, là, ça fait une grosse différence. Vraiment. Moi, je trouve qu'il y a une chose qui, pour moi, qui a créé un précédent puis qui a fait une grosse différence, c'est le mini powwow les mini powwow que Emma et Shaquan elle a organisé au Cégep. Pour moi, on dirait que ça a été la première occasion où les étudiants de l'université ont été invités au Cégep où ils pouvaient participer à un mini powwow. Euh, pour moi, c'était une occasion de vivre leur culture, d'en être fier, de rencontrer d'autres étudiants, qu'ils soient au cégep ou autres. Puis, je dis que ça a créé un précédent parce que suite à ça, j'ai l'impression qu'on s'invite, tu sais, on multiplie en fait les événements, les conférences, les occasions qui ont de se rencontrer. Puis ça a vraiment parti de cet événement-là. Puis, tu sais, quand on parle de ressourcement en territoire, j'ai juste à dire, tu sais, euh, en mai dernier, on a fait on a fait un ressourcement, puis on accueillait un étudiant du cégep qui n'avait pas encore mis les pieds dans l'université, qui avait fait sa demande d'admission, mais qui n'avait pas encore débuté les cours, puis il a pu venir au ressourcement qu'on organisait. On a invité on invite les étudiants aussi des cégeps, mais lui, en fait,
il a pu rencontrer les étudiants avant même de débuter les cours. Puis je pense que ça a vraiment fait une différence. Tu sais, on s'imagine un étudiant qui, euh, qui a déjà un contact avec les gens de la communauté universitaire avant même de débuter ses cours. Je trouvais ça précieux comme moment. Emma? Ah ouais, ben, dans ma, tu sais, on travaille beaucoup ensemble. Tu sais, on fait toutes nos activités ensemble. On, est- on invite Belle Avenir à venir. On invite les QTR. Tu sais, les QTR nous invitent aussi à y aller. Tu sais, on est toutes. Mais dans le fond, tout ça, c'est. Mettons, si on invite Belle Avenir, les étudiants, tu sais, ça leur donne comme un but, je sais pas comment le dire. C'est comme si on les préparait. OK, regarde, tu es présent ici au cégep, tu vois comment qui est le cégep et tu prépares à l'étudiant à faire une transition entre l'avenir puis cégep. Puis même avec université, on fait la même chose. C'est une transition entre cégep et le QTR. C'est quand même un bon travail d'équipe, je pourrais dire. Hein. C'est probablement rassurant pour les étudiants de voir que vous travaillez ensemble puis qu'il y a de la communication entre les organisations. Mm. Nada? Aussi qu'à chaque mois, une fois par mois, ça c'est l'initiative d'Emma au niveau des Mokocham, on fait des repas communautaires en lien avec, en fait, en partenariat, si on veut, avec le Centre d'amitié autochtone. Et c'est Emma qui organise ces repas-là, où ce que c'est que tous les étudiants sont invités à participer aussi. Et pas juste les étudiants, même les enseignants aussi. Donc, autour d'un repas, où ce que c'est que, bon, chacun amène un plat, puis c'est très culturel aussi. Donc, ça permet vraiment de créer des liens, créer des ponts aussi entre nous, entre les enseignants et les étudiants, mais aussi avec les organismes du milieu. Donc, parce qu'on est souvent au Centre d'amitié autochtone, on va visiter le Huasca aussi, donc le milieu de vie ou le milieu d'hébergement. Donc, ça aide beaucoup aussi, là. Ça facilite ces échanges. Oui, il ne faut pas oublier ces organismes-là qui sont vraiment des alliés, là. Nous, on a un centre d'amitié aussi à Shawinigan, puis on va faire des ateliers de cuisine, là. Ils nous ouvrent leurs portes avec les étudiants, on va là faire des ateliers, fait que ça leur permet de connaître le centre aussi, puis d'être à l'aise d'y aller, mais c'est ça, c'est des organismes précieux, puis c'est important là, de travailler sur cette collaboration-là le plus possible, là. On voit l'importance de la vie étudiante à travers vos témoignages, puis de l'importance de tisser des liens, d'être ensemble. Puis depuis la pandémie, la vie étudiante s'est beaucoup transformée dans nos organisations. Puis des fois, on voit que les étudiants passent un peu rapidement, puis ça nous rappelle l'importance d'être ensemble, puis d'avoir cette vie étudiante-là qui nous fait vivre aussi une expérience de Oui, collège, parce que d'université qui est différente. ça fait partie du parcours, ça fait partie, c'est ça, de vivre une vie étudiante. On parle beaucoup du côté académique, tout ça, mais tout le côté social, le sentiment d'appartenance, c'est super important, là. Puis tout ce qu'on apprend aussi à côté, là, justement, les ateliers de cuisine, tu sais, je pense que c'est une belle occasion pour, c'est ça, échanger, mais aussi apprendre. Dans la vie étudiante, c'est primordial. Emma, est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose? Ou? Ben, je sais pas, c'était quelque chose de drôle, là. Je me rappelle là, pendant le COVID, là, c'est qu'on n'avait pas le droit de rassemblement et tout, là. Puis quand ils l'ont ouvert au rassemblement, j'ai tout de suite organisé c'était la fin de la session. Puis j'ai organisé vite fait un souper, pas
genre un party de fin de session, mais un souper de fin de session. Puis j'avais invité les étudiants chez moi, puis c'était full drôle, là. On dirait qu'on était en train de... Mais c'était autorisé par le gouvernement, mais c'était comme... En tout cas, c'est bien là, c'est ça que je voulais raconter, là. On en avait bien besoin, hein, Hum. après la pandémie. Je vais passer le relais à Julie. Julie, si tu veux peut-être ouvrir un peu là, sur nos défis. Un autre, j'entends vraiment le travail là, collectif que vous menez, le travail de collaboration que vous menez à partir, je suis capable de voir le cercle qui vous relie chacun à l'intérieur de vos constituantes. Puis, je me dis que c'est vraiment, moi, je dis, wow! Moi, j'aurais aimé ça, voir ça. Quand j'étais plus jeune, là, de niveau collégial, même universitaire, j'aurais aimé ça, voir ça. Puis, on ne l'avait pas quand on était, quand on était plus jeune. Là, maintenant, c'est en place. Puis Emma le disait tantôt, j'étais toute seule dans les débuts. Puis ça a évolué, ça a pris de l'ampleur, le service ou l'accompagnement, là, vraiment, c'est comme agrandi. Mais je me dis, ça a pris des défis. Vous avez fait face à des défis. Puis quel genre de défis quels peuvent être les principaux défis à relever pour prendre plus encore d'impact sur le plan collectif, que ce soit collectif dans la communauté, collectif à l'université ou collectif dans la région où la question est, la réponse est à vous. Moi, j'ai pas compris ta question. Les principaux défis à relever OK. pour avoir plus d'impact. Parce que là, on est dans comme dans t'es dans ton cégep avec Nada. Karine est dans son cégep aussi. Vous travaillez en collaboration. Vous avez été en mesure, mais quels peuvent être les défis pour que ça prenne OK. plus d'ampleur, pour que ça soit Hum, beaucoup plus, je pourrais dire que c'est ouais, plus son OK. importance. Ben, j'en ai une. Et je travaille en ce moment pour changer ça. Ça serait on voit beaucoup parce que nous autres, on voit les notes des étudiants, tous leurs travaux, qu'est-ce qu'ils remettent pas. Puis on voit que nos étudiants qui arrivent des communautés ne font pas nécessairement leurs devoirs à la maison. Ah, devoir à la maison. Leurs devoirs, les petits devoirs, tu sais, qui vaut 5%, 4%. Puis j'essaie d'aller voir dans les communautés pour qu'on puisse... c'est vrai, moi, quand j'étais au secondaire, j'avais pas de devoirs. J'avais j'avais pas de devoirs à l'école. Même au primaire, il n'y avait pas de devoirs. Et aujourd'hui, c'est encore de même dans nos communautés. C'est pas toutes les profs qui donnent des devoirs. Tu sais, c'est quand même une routine qu'on devrait développer déjà au primaire. Et c'est quelque chose que je travaille pour qu'on puisse avoir, tu sais, un gros impact. Déjà, quand ils rentrent au cégep, ça serait comme un impact déjà. Comment je pourrais dire ça? Ce soit pas un défi pour eux quand ils rentrent au Ouais, quand il y a un défi pour eux autres qui sont déjà, parce qu'en ce moment, on a des étudiants qui arrivent, qui sont nouveaux, et il y en a qui ont un peu de misère avec ça, là. Et ça, c'est un défi. Ça serait une que, habitude à prendre au niveau ouais, secondaire, là. Même aussi au FGA, il n'y a pas de travaux, il n'y a pas de devoirs, là, à moins qu'ils veulent finir vraiment le cahier.
Là, ils continuent à la maison, mais pour l'instant, il n'y a pas de travaux, là, même au cours aux adultes, là. Fait que ce serait peut-être à travailler dans les communautés, glisser un mot, peut-être dans les directions des communautés. Mais j'en Et- ai Comme, dit, oh, comme une habitude à prendre, tu transmettrais le message à la communauté pour développer cette habitude-là dans la communauté parce qu'au cégep, ils vont avoir des devoirs. Oui, ouais, oui. c'est, Que ça soit c'est- au moins 10 minutes là, pour débuter, là, ou 5-10 minutes, puis à un moment donné, ça va se développer tout seul. Le, le temps de finir, le temps de comprendre aussi, parce qu'il y a une traduction qu'on fait simultanément. simultanément. Ouais. On fait beaucoup des traductions, puis il y a beaucoup de mots qui n'existent pas. C'est en Atikamekw, là, il y a des mots qui n'existent pas en français, ou vice-versa. On cherche les mots, il faut que ce soit des bons mots qu'on doit mettre aussi. En tout cas, c'est touché, là. Mhm. C'est beaucoup de travail, là, juste au niveau de la traduction. Juste ça, ça serait comme déjà à la base, quand il arriverait, il serait déjà tout préparé, les étudiants à OK, être ça, c'est des au travaux. cégep là. Ouais. Parce que OK. c'est une réalité qui leur fait vivre beaucoup d'anxiété aussi parce qu'ils le savent quand ils vont arriver au cégep. L'année passée, quand on est allé en carrière à Aubaine-Joanne, entre autres, on a un étudiant qui est venu nous voir et il a dit mais non, moi, ce qui me stresse, c'est de ne pas savoir qu'est-ce que je devrais retenir dans les cours. Alors, comment je peux me préparer? Pendant qu'on était là, on a profité pour discuter avec le professeur de français, puis de dire mais là, pouvez-vous préparer vos étudiants? Parce qu'ils vivent de l'anxiété, ils vivent du stress. Puis c'est vrai qu'arriver au cégep, si on ne met pas en place chez nous des mesures pour faciliter cette intégration-là, mais ils vont partir avec une prise. Là. Alors, il faut travailler en amont. Et on le travaille, je veux dire, au cégep, on le travaille, on leur a donné des ateliers cette année pour comprendre comment utiliser le Word, comment utiliser les programmes qu'ils ont besoin au cégep. Mais si ce travail-là est fait en amont, nous, on peut travailler sur autre chose au cégep. Parce que je pense que, comme Emma dit, ça se travaille. Puis ça, c'est un défi auquel on est confronté. Par exemple, les plans de cours. Quand on arrive au cégep, on a des plans de cours. Puis dans les plans de cours, il y a la description, il y a les objectifs, mais il y a tous les travaux à telle date, les lectures à faire pour... Absolument. Cette année, avec l'atelier qu'Emma a donné sur la gestion de temps, et on était ensemble, en fait, au niveau de la gestion de temps, et l'atelier qui a été donné, c'était vraiment de prendre chacun des plans de cours, puis aller chercher les dates des évaluations. Puis là, il y a une date d'évaluation, mettons, c'est le 15 octobre, tu as une évaluation, tu as un examen, mais là, il faut que tu prévois la semaine d'avant de mettre du temps dans ton agenda, mais juste de comprendre que parce qu'on arrive au cégep, bon, il va y avoir peut-être 15 cours, mais tu as des blocs où ce que c'est que tu as des parties dans l'horaire où ce que c'est que tu n'as pas de cours, mais juste leur faire comprendre qu'il faut qu'ils étudient dans ces périodes-là. Ça aussi, c'est une habitude à créer. Puis on l'a pris, puis on l'a vraiment inscrit. Naïma a fait le tour de tous les étudiants qui étaient présents à l'atelier pour qu'ils inscrivent dans l'agenda les périodes d'études, les examens, comment aller chercher les livres qu'ils ont besoin. Donc, c'était un travail qu'on fait, mais ça pourrait être fait en amont. Oui. Mais le défi qu'il y avait eu, c'est que c'est pas tous les profs qui inscrivent les dates dans les plans de cours. Donc, on a essayé de tout, mais sans avoir les dates exactes de leur examen, des devoirs à remettre. Il y a des petites surprises qui se font. C'est une des défis aussi, là. C'est le genre de travail local avec les étudiants. Quand on se rend compte qu'ils ont de la difficulté à suivre la cadence, ben là, on dit, ben là, avez-vous pris votre agenda, avez-vous noté dedans? Et sinon, ben là, on s'assoit et on recommence. Donc, on essaie de les outiller le plus possible. Parce que les étudiants n'ont pas le choix de s'adapter à ce rythme-là de 15 semaines. Puis
Puis le passage du secondaire au collégial, pour tous les étudiants, c'est une marche énorme, là, la prise de notes, justement le temps alloué, on le voit dans le plan de cours, le temps qui devrait être alloué à ce cours-là en dehors des heures de classe, tout ça, comprendre toute cette mécanique-là, puis c'est important là, de prendre le temps de s'asseoir avec les étudiants, justement, d'aller chercher les outils. Mais tu parlais tout à l'heure, là, je ne sais plus qui disait, là, tu sais, que ben, le français est quand même un niveau de difficulté là, pour les étudiants. Puis là, ça me fait penser à la prise de notes. Tu sais, souvent, au cégep, ils vont être amenés à prendre des notes pendant que l'enseignant parle. Puis là, tu sais, ça devient un défi incroyable parce que juste essayer de comprendre la matière, de l'enregistrer, tout ça, puis là, de devoir prendre des notes, hein, tu sais. Mais ce qu'on a fait avec une enseignante, c'est qu'on a permis à l'étudiante de s'associer avec une autre étudiante avec qui elle va partager ses notes de cours. Fait que là, ça enlève un stress. Si elle oublie des choses, bien, elle sait que sa collègue va pouvoir partager avec elle. Puis aussi, avec des enseignants, on a essayé de faire parvenir la documentation, ce qu'on va voir, le PowerPoint qui va être présenté au prochain cours avant le cours aux étudiants autochtones. Comme ça permet aussi de voir un petit peu en amont la matière, d'aller chercher les mots qu'ils ne comprennent pas, puis fait qu'ils arrivent au cours, puis là, ils sont plus disposés à écouter, puis là, les mots qu'ils vont entendre, ben, ils ont déjà lu, ils les ont cherchés. Fait qu'en tout cas, c'est des petits coups de pouce, des fois qui font vraiment la différence, puis qui aident, puis qui enlèvent un stress. Puis les professeurs, ils collaborent bien là, avec ça. C'est pas des tâches tellement difficiles pour eux d'envoyer d'avance le diaporama puis de permettre une association avec un autre étudiant, une autre étudiante qui fonctionne bien. Fait que ça, c'est des petits trucs. Mais il y a aussi l'aspect aussi la rapidité quand ils parlent. Moi, j'ai eu ce problème-là au cégep, moi, puis là, j'étais là, Caroline, il parle tellement vite. C'est quoi les notes que je dois prendre? Tu sais, finalement, avec le plan, j'ai pu suivre, mais j'ai manqué des notes, là. Ça a été vraiment difficile à m'amener, là. Mais c'est ça. Faut peut-être, je sais pas, on peut-tu les enregistrer pour pouvoir le réécouter? Ça serait plus facile aussi. Non, mais tu vois, on a eu cette discussion-là, puis c'est des choses qui peuvent être faites, là. C'est sûr que ça prend le consentement de l'enseignant, puis tout ça, une espèce de contrat qui est signé, mais oui, ça peut être une petite solution quand même à ce défi-là, là, qui est la compréhension du... Ouais. Nous, on rencontre des enseignants aussi quand on est confronté à ce genre de situation-là, parce que, ben, en fait, on est toujours confronté à ça, mais quand ça devient une problématique pour les étudiants de suivre, on se permet de rencontrer individuellement les enseignants puis leur dire, là, ça va trop vite dans le cours. Est-ce que c'est possible d'adapter la vitesse, d'adapter le contenu pour que les étudiants puissent réussir? Puis ça a donné des belles réussites cet automne. Entre autres, on a rencontré une enseignante, puis tous nos étudiants, et en 100%, c'est comme wow! C'était vraiment le fun de voir les résultats. Là. Pas tant qu'ils ont eu 100%, mais je me dis, mais ils ont compris. L'enseignante a compris aussi. Ce que Jessica partage, là, la traduction qu'on doit se faire avant pour bien comprendre et les mots qui sont employés. Donc, notre rôle comme conseillère à la vie étudiante, c'est de nommer ça aux enseignants, de dire, ben là, il y a une réalité, il faut comprendre. Dans le vocabulaire, ça se peut qu'il y ait des choses que vous dites, des mots que vous employez qui sont pas habituels, qu'ils n'entendent pas, qu'ils ne savent même pas c'est quoi ces mots-là. Parce qu'au niveau du vocabulaire, ben, on sait, les Atikamekw, c'est 15 lettres, je pense. Les Inuits, c'est 13 lettres. Donc, dans l'alphabet, il y a même des lettres qui n'existent pas. Donc, il faut avoir cette réalité-là aussi pour comprendre la réalité, d'où arrivent nos étudiants pour pouvoir être sensibilisés à cette réalité-là aussi, puis prendre le temps de nommer les choses, puis de s'assurer. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour notre directrice à la vie étudiante qui, au début de l'année, nous a dit « Ce n'est pas l'étudiant de s'adapter, c'est au cégep à s'adapter à l'étudiant. » Et dans cette optique-là, je me dis, on a le devoir de s'assurer que nos étudiants comprennent ce qu'on a à leur transmettre. Ils sont là pour apprendre. S'ils ne comprennent pas, mais là, on passe à côté de quelque chose d'important. Donc, de prendre le temps nécessaire pour s'assurer que les étudiants
comprennent vraiment la matière. Ça, c'est une base. Puis on le fait dans la sensibilisation individuelle, collective aussi avec les enseignants, avec pas juste les enseignants aussi, avec les acteurs qui sont autour de nous aussi. Donc, tout le monde doit participer à ça aussi, s'assurer que nos étudiants comprennent. C'est dans le respect aussi, dans le respect des différences, c'est important. C'est tous les référents aussi, hein. On a d'autres savoirs, d'autres savoir-faire, d'autres savoir-être. Puis je me souviens, j'avais rencontré une équipe de recherche à un moment donné, puis ma consoeur disait, on va mettre les premiers jalons. Mais les premiers jalons, je l'ai compris parce que j'ai plusieurs années d'expérience aussi avec vous. Mais je me dis, est-ce qu'une classe, une cohorte d'élèves à Tikamek-Inou comprendrait? On va mettre nos premiers jalons. Mais notre référent en tant que Première Nation, mettre les premiers jalons, puis aller faire le lien, ça serait quand on construit un chalet. Puis on prend cet exemple-là. Quand on va mettre nos premières bases, on va mettre nos premiers poteaux pour qu'on ait un plancher solide puis qu'on puisse construire quelque chose de solide. L'importance d'imager la matière. Oui, aussi, beaucoup. Moi, quand je parle, je parle beaucoup avec des images. Là, je vois l'heure passer. Puis, mais j'aimerais ça que Boutaina puisse nous lire ou ben donc les commentaires parce que vous avez reçu beaucoup de commentaires. Puis je pense qu'il doit y avoir à peu près trois questions à l'intérieur des commentaires. Oui, oui, tout à fait. Je m'excuse. Je m'excuse. Oui, tout à fait. Il y a deux questions. Je vais lire les deux questions. La première question, les apprenants des premiers peuples s'auto-identifient à l'inscription. Comment sont-ils joints au départ? En fait, au cégep, nous, on a la possibilité d'avoir l'ensemble des étudiants, d'avoir accès à l'ensemble des étudiants qui sont auto-identifiés, donc qui sont auto-identifiés à partir de leur inscription. Oui, au SRAM. Au SRAM. Et donc, tous les étudiants qu'on a qui sont auto-identifiés, nous, on les a dans ce qu'on appelle le programme Clara, et on a accès à tous les étudiants issus des premiers peuples. Ceux et celles qui ne sont pas auto-identifiés, ça nous arrive d'en avoir et on les invite à s'inscrire, à s'auto-identifier pour qu'ils puissent avoir accès aux services au service, mais aussi à la communauté étudiante des premiers peuples. Donc, c'est la façon qu'on a, nous, de savoir qui sont nos étudiants des premiers peuples. Puis, je pourrais dire quelque chose, hein? Non, mais je veux dire que, tu sais, c'est quand même facile à mentir. Je connais, comment je pourrais dire ça? C'est facile pour moi parce que je connais les Atikamekw. Puis, je travaille beaucoup en collaboration avec les coordonnatrices postsecondaires des 3 communautés, puis qui me donnent, OK, as-tu cet étudiant-là comme autochtone, ils sont-ils inscrits? Et je peux travailler là-dessus puis savoir, OK, elle n'est pas déclarée autochtone, je vais aller l'aider, je vais l'appeler, je vais essayer de le faire pour qu'il puisse changer son statut autochtone. C'est ça. Puis quand on va dans les communautés puis que les étudiants nous disent qu'ils veulent venir au cégep, la première question qu'on leur demande, c'est vous allez vous autodéclarer. Donc, on leur dit pour qu'ils puissent le faire comme ça. Nous, on a accès rapidement. Parce que ça nous arrive d'en avoir qui pop-up dans l'année et dire oh, OK, ils ne sont pas autodéclarés, mais on les invite, on les accompagne. C'était quoi la question? Ouais. L'autodéclaration. Ouais. Malheureusement, nous, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, il n'y a pas de processus d'auto-identification au moment de l'admission pour
pour savoir qui sont nos étudiants autochtones, en fait. Faut qu'ils viennent vers les services ou s'ils reçoivent un financement de leur conseil, parfois via cette mesure-là, on est capable de savoir Et où ils sont. je réfère toujours les étudiants vers toi, Anthony. Hein? Ben, c'est ça. J'ai l'impression que c'est souvent par bouche à oreille, en étant présent dans les tu sais, portes ouvertes, journées d'accueil, d'être là dès le début et par référence aussi, là, de façon sécurisante, ça, ça fonctionne bien, mais ça ne donne pas un nombre officiel, si je peux dire. Parce que même nous, malgré l'auto-identification au STRAM, il y a des étudiants qui choisissent de ne pas s'auto-identifier. Et ça, nous, on le respecte aussi. C'est certain que même s'ils ne sont pas auto-identifiés puis qu'on le sait, mais on peut leur proposer aussi les services. Ça n'a pas besoin d'avoir la petite cote là, pour avoir accès aux services là, pour les étudiants autochtones. Mais c'est une démarche qui se fait. Je vois dans les commentaires passer l'auto-identification, l'auto-affirmation est libre à l'Université de Sherbrooke, mais ici aussi, c'est libre. Donc, ils sont libres de s'auto-identifier ou non. S'ils choisissent de s'auto-identifier, nous, on a accès rapidement. Ben, tu vois, moi, ben, l'avenir, on a des petites coches, oui, je suis autochtone, je suis Première Nation, mais j'ai pas de suite après. Il n'y a pas de cocher, il n'y a pas il y a plus de lien après pour me dire c'est qui a coché quoi. Fait que c'est vraiment moi, c'est vraiment à l'inscription, soit dans les communautés ou ici à mon bureau, que je vois que j'ai des étudiants. Fait que au niveau des inscriptions sur le portail, je ne sais pas grand-chose. Au cégep, on est très chanceux d'avoir. Ah oui, il y a beaucoup d'avancements au cégep, là, comparativement à Bel-Avenir, à Calitech, avec la commission scolaire Chemin du Roi. Moi, je suis en train de travailler encore en vouloir avoir un partenariat avec le Centre d'éducation pour adultes Calitech Bel-Avenir pour que je puisse avoir accès à tout ce que le cégep, tout ce que Emma a accès. J'ai rencontré dernièrement le directeur adjoint, puis là, il m'a demandé si c'était pertinent que je suive les étudiants. Du oui. Puis là, j'ai expliqué le pourquoi. On a identifié des problèmes. Fait que si moi, je suis là pour pouvoir les épauler, les tenir de la main jusqu'à temps qu'ils puissent partir tout seuls, sans que vos enseignants ou votre personnel soit vraiment débordé ou tu sais, ils ne connaissent pas nécessairement la sécurisation culturelle non plus, ils ne l'obligent pas non plus. Mais ce serait pas pire là, si pourrait avoir ça. Si je pourrais avoir ce partenariat-là, chose qui aurait dû être faite depuis longtemps, à mon avis. L'autre question, c'est si vous pourriez leur poser une question sur la pérennisation des ressources financières pour les années à venir. Je pense que c'est pas non hein, quand En fait, nos autres. oui, je pense que tu as raison. En fait, c'est plus à plus haute instance au niveau financement. C'est sûr que pour la prochaine année, nous, on est assuré d'avoir du financement, mais c'est vraiment là, les liens entre nos institutions et le ministère des Études supérieures. C'est difficile, délicat de répondre à cette question-là. Mettons qu'on a eu peur au mois de janvier dernier, là, quand le gouvernement a annoncé les coupures. C'était déstabilisant pour l'ensemble des organisations, au niveau secondaire, au niveau adulte. Donc, il y a eu des impacts là, significatifs, négatifs. Nous, on peut continuer notre service, mais cette question-là devrait être plus adressée à la haute direction. Là.
Mais d'une institution à l'autre, c'est peut-être différent, mais nous, en fait, là, entre autres, là, mon poste là, repose sur des subventions, là, la subvention accueil et intégration des étudiants autochtones au collégial. Puis là, on devait faire la demande à chaque année. Puis tu vois, l'an passé, on attendait des nouvelles en septembre, puis on les a eues en mars. Fait que le Cégep a quand même assuré euh, mon salaire, là, en se disant que probablement que ça fonctionnerait, mais tu sais, en sachant pas si on allait avoir les ressources financières. Puis ben, ça le fait aussi que, comme on n'avait pas nécessairement de budget, ben là, on n'osait pas entreprendre des grandes activités puis tout ça. Fait que Karine, ton micro. Ton micro est fermé, Karine. merci. J'avais déjà une minute, je parlais. Mais ce que je disais, c'est que c'est ça, le financement, je ne sais pas comment ça fonctionne à Trois-Rivières, mais nous, ça repose euh, presque uniquement sur des subventions, là, la subvention accueil et intégration des étudiants autochtones au collégial. Puis c'est ça, des fois, c'est un peu embêtant parce qu'il y a des délais d'attente, on fait des demandes. Là, l'an passé, on attendait notre réponse pour le mois de septembre, on l'a eu en mars, mai. Fait que ça fait que le Cégep peut quand même continuer à assurer mon salaire, mais on ne pouvait pas entreprendre des grandes choses puisqu'on ne savait pas si on allait avoir un financement ou non. Là, maintenant, ce financement-là est reconduit à chaque année, mais jusqu'à quand? Fait que c'est sûr que de pérenniser au minimum la ressource, ça serait important parce qu'on se dit là, s'il n'y a plus de financement, tout ce qu'on a fait, bon, pas tout ce qu'on a fait, parce que la sensibilisation, puis des mesures mises en place, mais beaucoup du travail qu'on a fait va disparaître, parce que c'est ça, ici, c'est moi qui porte beaucoup tout ce qui est en lien avec les Autochtones. Fait que c'est ça. C'est quelque chose là, quand même. Là, moi, c'était dans les défis là, à relever que je m'étais noté ça, de pouvoir pérenniser tout ça. Ça serait bien important. Merci beaucoup. Merci. Je vais je vais donner la parole à Christine. Juste, Julie, il y a une troisième question qui est toujours en lien avec le financement, qui dit que OK, selon vous, comment sortir de cette dépendance face au financement du ministère? OK, je ne l'avais pas vue. Elle vient tout juste d'être écrite. OK. Une grosse question. C'est une grosse C'est ça, question, oui. On va ouais. pas. C'est vraiment politique rendu là. Mhm. Je pense qu'il faudrait que les gouvernements s'entendent pour dire que c'est une ressource essentielle d'abord, puis que reconnaître là, les bienfaits des services aux étudiants des premiers peuples et d'en faire une priorité en la mettant de façon récurrente sans nécessairement avoir à toujours être toujours dans l'attente. Et comme Karine le disait, donner cette subvention-là, ce financement-là, au début de la session pour ne pas attendre au mois d'avril. Quand on l'a eu cette année, on a eu notre réponse au mois d'avril. L'année au complet était terminée ou presque. Alors, et après, on nous demande de faire des redditions de comptes. Il faut avoir fait les actions. On les a faites quand même. On a répondu aux besoins des étudiants et relevé des défis dans la dernière année, mais ça quand même c'est quand même des stresseurs pour nous aussi. Là, si on se dit, est-ce qu'on peut se permettre de donner tel service? Est-ce qu'on peut se permettre de faire telle activité, telle action? Donc, si on n'a pas ce stress-là, ben, on peut être libre dans nos pensées. On peut être très libre pour pouvoir être là avec nos étudiants. Pour se projeter dans l'avenir aussi, là, de faire des actions qui porteront fruit plus tard aussi, là, c'est ça. Ouais, les sous, c'est toujours embêtant. Et nous autres, moi et Jessica, hein, on n'est pas là-dedans. Nous autres, c'est les trois communautés atikamekw qui se sont mises ensemble pour créer nos postes. Et nos activités aussi, c'est les trois communautés qui financent toutes nos activités qu'on fait.
Mm. Mhm. De mon Et côté, ben, un peu dans la même situation. Euh, Par contre, je tiens quand même à dire que je me sens rassuré à chaque année, puis je fais confiance euh, à mes différentes directions comme je le dis, qui me rassurent annuellement, puis que jusqu'à maintenant, ben, ça fait 4 ans que je suis là, donc Euh, voilà, je fais confiance, mais c'est vrai que c'est une bonne question de comment sortir de cette dépendance au financement du ministère. Est-ce que ça passe par, tu sais, par exemple, je suis au service aux étudiants? Est-ce que ça devrait être est-ce que ça devrait être l'ensemble des étudiants qui financent cette ressource-là? C'est une question. Christine, tu voulais-tu terminer, boucler, et je pense qu'il reste un 6 minutes. Oui, bien peut-être. Je pense que ce webinaire, en faisant connaître le travail que vous faites, peut contribuer justement à convaincre nos organisations, nos gouvernements. Alors, c'est important parce que on a dit on fait des petites choses, on fait des petits gestes, mais c'est grand ce que vous faites. Puis, c'est en prenant le temps de le partager aussi qu'on voit l'importance du travail, la grandeur de l'impact. Puis, ce webinaire peut contribuer justement là, à faire connaître le travail que vous faites et son importance. Puis, ça peut contribuer là, à convaincre justement les organisations, les dirigeants pour que les services que vous offrez deviennent partie prenante de nos institutions, puis qu'on n'ait pas besoin à les revendiquer d'année en année, que ce soit naturel comme d'autres services, que ces services-là soient offerts dans nos organisations. Je pourrais peut-être passer la parole à Nada, puis ensuite vous présenter une petite ressource qu'on a développée qui va vraiment dans le prolongement de ce que vous avez partagé. Alors, Nada, oui. En fait, c'est suite à ton intervention, je veux juste rassurer que nous, en fait, nous, mais je dirais nous, tout le monde ici autour, nos organisations sont convaincues de nos services, de la pertinence et de la nécessité d'avoir ces services-là auprès de nos étudiants. Alors ça, on n'a pas à faire ce travail-là, on a déjà le soutien. On le sent. Ouais. On le sent, ils sont là, ils sont présents dans nos actions, ils nous encouragent, ils nous font confiance aussi dans nos actions et ils croient vraiment à la nécessité d'avoir cette ressource-là. Et ils se battent plus haut, on le sait, là, ils font quand même des représentations, je dis battre, pas vraiment de mots, là, mais ils font des bonnes représentations plus haut pour justement mener les services là, auprès des étudiants des premiers peuples. Le partage que vous faites peut contribuer justement là, à ces discussions-là qu'on a avec les instances gouvernementales pour défendre l'importance d'avoir un financement qui soit pérenne pour le faire. Alors, pour conclure, mais il y a Julie aussi là, qui voulait peut-être partager un modèle qu'elle a développé dans le cadre de sa thèse. Je vous amène très rapidement vers une ressource d'un projet d'action concerté que nous avons réalisé en sécurisation culturelle. Je fais un petit partage d'écran. Je prends 1 minute et demie là, pour vous montrer le chemin pour accéder à la ressource. Alors, la ressource, peut-être que vous la connaissez, sécurisationculturelle.ca. C'est une action concertée que nous avons faite là, avec des intervenants, des enseignants, des directions, Inou et à l'automne de la Côte-Nord de 2020 à 2024 pour documenter des pratiques de sécurisation culturelle. Je vais vous amener plus dans la section pratique. Alors, si vous allez dans la section pratique, vous allez trouver des partages, des vidéos qui font écho à ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. On dirait que je suis en train de perdre mes images, mais vous pourrez là peut-être naviguer, créer le lien de confiance avec Réal Leblanc qui
qui intervient auprès des jeunes, l'importance du travail social aussi pour soutenir la persévérance, la réussite, des colloques pour les parents, ça peut être une initiative inspirante, tout le travail des agents de liaison, ici avec Vicky Arsenault qui travaille au Havre-Saint-Pierre, nos réflexions sur l'évaluation à tous les niveaux, en FGA, en formation professionnelle, l'importance des interventions psychosociales, ici on est à Pessamit, accompagner, soutenir, c'est ce dont là vous avez parlé avec nous aujourd'hui, l'importance des conseillers dans les cégeps, conseillères navigatrices, les valeurs, la culture, les réalités. On a réfléchi aussi sur les motifs de compromission, comment sécuriser les familles, particulièrement en milieu urbain, les aînés comme agents de transmission, la langue, la culture, d'avoir des lieux où on se reconnaît culturellement. Comité d'accueil au cégep de Bécomo, peut-être que vous connaissez le travail du cégep de Bécomo qui est très inspirant aussi là, pour soutenir la persévérance. Aménagement d'un local pour les étudiants, alors on en a parlé aujourd'hui. Les événements, graduation, les projets de milieu de vie, comment c'est important, ça peut faire la différence. Différentes trousses, comment aussi voir la culture au cœur de nos institutions. Ici, on a un exemple avec les marches des auteurs. Formation professionnelle, l'approche bilingue, on a parlé de la langue, hein, de justement prendre conscience là, de ce contexte plurilingue pour nos étudiants, aussi au cégep, à l'université. Les arts à l'école, on a parlé du cours de philo, il y a des cours optionnels aussi en sciences humaines qui se développent, la littérature, les œuvres des premiers peuples, ce qu'on peut faire en orthopédagogie, le travail en conseil, en orientation, l'approche communautaire, Julie en a parlé. Puis au cégep de Bécomo, je ne sais pas si vous connaissez le lexique français Innu, mais il y a un beau lexique qui a été développé en lien avec les programmes de formation, puis qui aide pas juste les étudiants Innu, mais qui aide aussi tous les étudiants, les élèves. Alors, je vous laisse découvrir la ressource, puis je laisse le mot de la fin à ma collègue Julie. Boutaina, il est 14 heures. Est-ce que on remerciait les gens ou on a de la participation? Voulais-tu le faire ou est-ce que Marco est là pour le faire? Je ne sais pas. Mais moi, ce que je veux dire, c'est vraiment merci pour votre partage, Karine, Emma, Nada, Anthony, Jessica. C'était vraiment, vous faites un travail exceptionnel pour les étudiants des premiers peuples. Puis on l'a entendu, mais on l'a ressenti aussi parce que vous nous l'avez partagé avec votre cœur. Puis juste le fait là, d'y croire, puis de mener ce travail-là avec les étudiants, puis que vous le faites avec le cœur, là, c'est la réussite là, pour les étudiants assurés, je dirais. Puis là, je pense que c'est la fin, mais pour mon projet de thèse, ce que vous avez dit, moi, ça confirme. Ça confirme vraiment toutes les pratiques ou les exemples que j'ai ressortis dans ma collecte de données. Vous dites, vous venez comme confirmer. C'est comme une validation pour moi. Le travail que vous faites puisque vous nous avez partagé. Merci beaucoup encore, puis merci aux participants également. Bien, merci à vous. Merci aux intervenants, aux intervenantes, puis aux panélistes, et évidemment à l'auditoire, à tout l'auditoire qui a participé à cette première. Et vous allez recevoir possiblement, ben, si vous, en tout cas, nous, on le souhaite, peut-être une évaluation. C'est notre premier webinaire sur la persévérance et la réussite scolaire. Puis on aimerait bien vous entendre là-dessus. Donc, on a vos courriels. Puis si vous nous le permettez, on vous enverrait cette évaluation-là dans les prochains jours. Encore merci pour votre participation. Merci de nous avoir permis. Merci à vous. Merci infiniment. Merci à tout le monde. Yame, Nyaut. Nyaut.